bienvenue au 6e épisode de 1897, le podcast pour les unionistes par les unionistes. Aujourd'hui, je reçois Jean-Marcel Timpon et Christophe Etienne. Bienvenue tous les deux. Bonjour Bruno. Bonjour. Bonjour. Donc Jean-Marcel, toi tu es cofondateur du club de supporters Les Grognards. Oui. Et toi Christophe, tu es également membre des Grognards et aussi administrateur de l'association Par et Pour. Tout à fait. Mais bienvenue, tout d'abord, comment allez-vous ? Ça peut aller, hein, les résultats sont meilleurs maintenant. Comme les résultats sont meilleurs, on ne peut qu'aller bien comme supporter de l'Union. Voilà, et comme membre des Grognards. Oui, et puis avoir l'occasion de participer à une chouette initiative comme la tienne, franchement, c'est très gai de voir qu'on fait vivre différents médias et différentes manières de vivre le supporterisme par ton intermédiaire. Donc, on était ravis de ton invitation. Merci beaucoup. Première question, c'est clair que vous êtes des supporters de l'Union de longue date. Je voulais savoir en fait comment vous êtes devenus supporters de l'Union, quand, dans quel contexte, qu'est-ce qui a fait que vous êtes tombé amoureux de ce magnifique club ? Je représente peut-être l'image exacte de ce qu'on appelle supporter un jour, supporter toujours. Je m'inscris, je dirais, dans une certaine logique héréditaire. En fait, mon premier match, vous n'étiez pas nés, les gars, je suis désolé pour moi surtout, c'était en 1954. 1954, à ce moment-là, j'avais tout simplement 5 ans. Et j'ai cette particularité d'avoir connu 2 couples de parents. Mes parents biologiques avaient un café à Schaerbeek et comme ils devaient bosser le week-end dans le café, je partais de l'autre côté de la capitale pour aller à Anderlecht. Et à Anderlecht, j'avais un couple, une tante et un oncle qui n'avait pas d'enfant. Et cet oncle était un fervent supporter de l'Union. Et le week-end, il m'embarquait à pied, bien entendu, depuis le Prince de Liège jusqu'au Parc du Den. À pied, bien sûr, et puis une partie sur ses épaules, parce que, le gamin de 5 ans, il était un peu fatigué. Et voilà que c'est comme ça qu'est né, je dirais, le début d'une longue aventure avec l'Union Saint-Gilles. Donc de l'âge de 5 ans, donc en 1954, jusqu'en 1960 et quelques, j'ai à peu près suivi tous les matchs de l'Union Saint-Gilloise à domicile au Parc du Den, avec une ambiance évidemment qui était totalement autre, avec surtout une assistance qui était tout à fait autre, puisque l'emplacement où nous étions cantonnés se trouve légèrement en dessous de la grande Maison Blanche qui se trouve... Comment s'appelle cette boue ? C'est la SAS qui était à l'INRACI. Voilà. Et évidemment, on mettait dans ce stade, grosso modo, 25 000 personnes. 25 000 personnes. On écoutait attentivement les résultats à la mi-temps, puisque tous les matchs se déroulaient au même moment. Et voilà, pendant grosso modo 14-15 ans, j'ai suivi l'Union Saint-Gilloise. Et puis évidemment, l'adolescence, le fait de jouer non pas à l'Union, mais à Schaerbeek, ont fait que... Donc voilà comment je suis devenu supporter de l'Union Saint-Gilloise. Les responsabilités, je dirais, familiales et professionnelles ont fait que j'ai eu un très très long trou au point de vue du suivi de mon club et surtout d'aller voir les matchs à domicile. Mais je suivais toujours les résultats, évidemment, avec une tête qui s'allongeait surtout régulièrement, et puis de l'espoir qui renaissait. Enfin bon, bref, c'est les montagnes russes. Et puis, donc, je suis revenu. J'ai eu surtout un coup avec les événements du Heysel. Je crois qu'il y en a beaucoup, j'en connais pas mal, qui ont cessé d'aller au foot à partir de ce moment-là. Et ça a été mon cas. Je n'ai plus mis les pieds dans un stade après ce match lamentable et surtout ce qui s'est passé dans les tribunes. Voilà. Je suis revenu à l'Union en 2015. Ça correspond tout simplement non pas à une recrudescence d'intérêt, non, je pense que c'est surtout le fait d'avoir arrêté de bosser. Voilà, j'ai arrêté de bosser en 2014 et en 2015, je suis retourné au stade. C'est une occupation.
Pardon ? Je dis c'est une saine occupation. C'est une saine occupation. Oui. Bon, enfin bon, on a aussi vécu là, à ses débuts, le retour au Ezel. On ne peut pas dire que l'ambiance, c'était extraordinaire à ce moment-là, quoi. C'était pas la tribune Est, hein. Enfin, c'était une mini-tribune Est. Et depuis, voilà, tu connais un petit peu le cheminement. Et toi, Christophe, raconte-nous un peu comment ça a commencé. Écoute, moi, mon grand-père était supporter de l'Union. Papa y a joué en équipe de jeunes et m'a toujours raconté aussi les départs depuis chez sa grand-mère dans les Marolles à pied pour aller au stade, etc. Le retour en passant par les cafés pour voir les scores des autres matchs qui s'affichent dans les stades, hein, avec les coups de fil pour téléphoner à chaque tribune pour savoir quel était le résultat. Et puis quand moi j'étais petit, papa jouait en Nubrasco, en première division en Nubrasco le dimanche matin. Et régulièrement les matchs étaient autour de Bruxelles. Et donc l'après-midi, on allait plutôt au Duden voir un match de l'Union. Et donc depuis, je sais pas quel était l'âge que j'avais la première fois. Est-ce que c'est 4-5 ans, quelque chose comme ça, un peu comme Jean-Marcel. Mais je me suis retrouvé dans les travées de ce stade mythique avec ma balle. Et moi, je jouais pendant que les mecs jouaient sur le terrain. Et quand ma balle tombait sur le terrain, il y a un type qui me l'a relancé en disant « Tiens, inquiète ». Et ça se passait très gentiment comme ça. Et donc, c'était pour moi une occupation du dimanche après-midi en tant qu'enfant. J'aimais bien le foot, j'y jouais aussi en club, etc., mais pas du tout au même niveau. Mon parrain était aussi un fervent supporter, donc petit à petit à l'adolescence, c'était l'occasion de passer du temps avec lui aussi, d'aller voir des matchs, que ce soit avec papa ou pas. Le fait d'avoir un jour son permis de conduire aussi amène une autonomie qui fait que tu dis, tu ne viens pas ce week-end, mais moi je peux me permettre d'y aller et d'aller voir un match. J'ai essayé d'initier plein de copains à m'accompagner dans ces années-là, ce qu'ils ont régulièrement fait, mais sans une grande passion, on va dire, en trouvant ça très chouette justement d'être dans ces tribunes à côté des supporters de l'Olympique, à côté de ceux de Liège, etc., à tailler le bout de gras pendant le match, à discuter ensemble, vraiment dans une ambiance très, très conviviale, à accueillir la fanfare du RWDM à l'époque qui ne voulait plus suivre Astrombeek et compagnie et qui venait jouer chez nous tous les dimanches après-midi. Donc voilà, c'était ça le début de la relation avec l'Union. Et puis on ne devait pas prendre d'abonnement, on pouvait faire les déplacements en dernière minute. Tout ça était une autre époque par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Et avec papa, je pense que c'est la première année où on va au Ezel, justement, où on se dit, mais le club là vit quand même un truc difficile, il va pas y avoir beaucoup de monde et tout. Allez, on prend un abonnement à la saison pour les soutenir, et on s'en fout si on va voir 5 matchs ou 10 matchs, mais au moins on fait le geste pour soutenir notre club d'une façon ou d'une autre. Et depuis, on est abonné, on est devenu membre de ce sympathique club de supporters que Jean-Marcel et d'autres ont mis sur pied, et on s'y plaît très bien, aussi bien au Ezel, non, au Ezel même en Coupe d'Europe on s'y plaît toujours pas, mais aussi bien au Duden que dans notre groupe de supporters quand on fait les déplacements, etc. Justement, pour parler du club de supporters des Grognards, est-ce que, tout d'abord, la première question plutôt dirigée pour Jean-Marcel, qu'est-ce qui t'a poussé avec d'autres justement à créer ce club ? C'était quoi, la motivation, l'impulsion pour démarrer une initiative pareille ? Mais je ne sais pas si je dois me considérer comme étant un hyperactif. Je ne pense pas, enfin, du moins, je n'ai pas le sentiment de l'être. Mais l'inactivité me pèse d'une façon tout à fait naturelle. Donc, comme je te l'ai dit, j'ai arrêté de bosser en 2000, il y a 2 ans. Il y a 3 ans. Il y a 3 ans, j'ai arrêté de bosser. J'avais 72 ans. Quand j'ai arrêté de travailler. Donc, je me dis, oulala, qu'est-ce que je... Et à ce moment-là, le club remontait en Division 1. Ouais, en Division 1. Et par la force des choses, on était obligé d'aller en combibus voir les matchs. Donc, c'était la seule possibilité de pouvoir suivre le club en déplacement. Je dis, merde, j'habitais à Memil, me taper Bruxelles et puis un quart pour aller le faire, c'est quand même plus facile de créer un truc ici, même si près de l'alleux, c'est pas encore. Mais ça roule. Mais enfin, voilà, ça roule. Exactement. Donc, je me suis mis dans la tête de créer un club de supporters sans savoir du tout ce que ça pouvait représenter comme investissement en termes de temps, en termes financiers aussi. Donc, j'ai pris contact par hasard avec un gars qui s'appelle Narcisse Genin, et je lui ai dit, tiens, voilà, écoute, je voudrais bien créer un club de supporters
pour le Brabant Wallon. Et il m'a dit, il y a un gars qui veut faire exactement la même chose que toi, et ce serait peut-être pas con que tu prennes contact avec lui et que vous regardiez ensemble ce qu'il en est. Et cette personne, c'était Patrick Lardy. J'ai pris contact avec lui, on s'est rencontrés ici, on a regardé quels étaient grosso modo les objectifs que l'on souhaitait obtenir avec ce club. Et puis, je dirais que quelques semaines plus tard, Patrick avait fait un projet de charte et déterminé, je dirais, les priorités, à savoir la mission. Bon, la mission, elle était claire. C'était la mission prioritaire, c'était d'organiser les déplacements en groupe, puisque ça nous était interdit de pouvoir le faire individuellement. Voilà. Alors, quelques semaines plus tard, il nous a présenté Olivier Massot. Olivier Massot, que nous ne connaissions pas, ni lui ni moi. Et Patrick m'a dit, écoute, parfois, quand on est à deux, on n'est pas d'accord sur certains points. Si on est à trois, automatiquement, on s'incline devant la majorité. Et j'ai trouvé ça une très bonne idée. Donc, Olivier nous a rejoints pour devenir un trio dans les Grognards. Voilà, ça c'est, je dirais, la naissance des Grognards, l'idée des Grognards, mais c'était vraiment, ça c'est le balbutiement, on porte sur les fonds baptismaux un truc, sans savoir ce que ça allait devenir. Pourquoi les Grognards ? Pourquoi un club ? Bon. Eh bien, là aussi, on cherchait un nom, et Patrick un jour me dit, il y a un gars qui m'a proposé un nom, je suis certain que tu ne dois pas être d'accord. Et il dit, pourquoi ? Ce serait bien de s'appeler les Grognards. Et plutôt que de ne pas être d'accord, moi je trouve ça génial. Parce que bon, ça c'est un truc qui rappelle le Brabant Wallon, la région de Waterloo, la butte de Waterloo qui se trouve à Braine-l'Alleud. Je trouvais ça absolument génial. Et je trouvais ça vraiment très chouette. Donc on s'est appelé les Grognards. Bon, de là, mettre les choses en route, là je me suis un petit peu amusé évidemment parce que mon expérience professionnelle de communication a fait que on a immédiatement créé un logo qui a été accepté par les autres. Et voilà les débuts, les fonds baptismaux des Grognards, quoi. C'était il y a 3 ans, c'était en mai 2021 pour être précis. Et toi Christophe, tu as joint les Grognards dès le début ou comment ça s'est passé pour toi ? Alors ça s'est passé aussi simplement qu'en ayant la même problématique que Jean-Marcel, en se disant je veux faire un déplacement, j'ai pas envie de me taper Bruxelles pour aller à Leuven, qui est à 10 km de notre maison. Je me dis, attends, c'est quoi cette ânerie ? Donc comment est-ce que je peux faire pour aller à Leuven ? Il y a un groupe de supporters qui existe du Brabant Wallon et l'arrêt du bus se ferait ici à Amemil. C'est très bien, je leur demande s'il y a de la place. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Jean-Marcel et l'équipe des Grognards. Je me suis retrouvé pour la première fois dans leur car, un déplacement à Leuven. Et puis après, il y a eu les play-offs qu'on a fait, etc. Et du coup, dès la 2e année, je suis devenu membre pour participer aussi aux déplacements européens. Donc au début, c'était juste dans un souci de pouvoir suivre notre club. Ouais. Et aujourd'hui, c'est un vrai plaisir parce qu'on y retrouve, comme on peut y retrouver en tribune Est, etc. aussi, mais on y retrouve des amis, on y retrouve des gens qu'on est content de revoir, avec qui on papote de tout et de rien, et pas que de football. Donc voilà, ça crée vraiment un esprit de famille, un esprit de groupe qui est très chouette. On s'y retrouve vraiment bien dans l'ambiance de ce groupe de supporters. Je confirme. Merci. Et donc, actuellement, le club de supporters, il compte combien de membres chez les Grognards ? Nous avons 256 membres en ordre de cotisation. Ces 256 membres, à ces 256 membres s'ajoute soit de temps à autre une compagne, un compagnon, un partenaire, un copain, une copine qui vient... un enfant. Un enfant qui vient, ou un petit enfant qui vient, je dirais, augmenter le groupe. Et malgré tout, avec 256 membres, on rame pour pouvoir remplir un quart. Est-ce que c'est dû au Brabant Wallon ? Est-ce que c'est dû à une offre qui est trop grande
Quand je dis une offre trop grande, ça veut dire en fait ne pas pouvoir suivre le rythme des matchs de l'équipe première où tu as 7 matchs sur 18 jours. Financièrement parlant, ça représente aussi un solide investissement, surtout que vient s'ajouter là-dedans les déplacements internationaux. Et voilà, donc malgré tout, c'est 256 membres. Pour un club qui existe depuis mai 2021, bingo, c'est génial. Ah oui, c'est génial. Super résultat. Mais quand tu regardes les résultats d'assistants, je crois qu'il va y avoir au Cercle de Bruges demain 18 grognards, peut-être 20 parce que le club a vendu des places séparément, mais tout simplement parce que le combibus n'est pas obligatoire demain. À Bruxelles, c'est différent. Il y a de moins en moins de voitures à Bruxelles, donc forcément de propriétaires de bagnoles. Donc l'accès au car reste un moyen de prédilection. Chez nous, pas. En Wallon, le couple qui n'a pas de bagnole, c'est rare. Et donc, automatiquement, dès que le combibus n'est pas obligatoire, on va tous avec nos petits moyens de transport individuels. Voilà, mais ça c'est pour la petite histoire. On s'éloigne déjà de la création des grognards de mai 2021 avec le trio qui s'est créé à ce moment-là. Oui, donc plus de 250 membres, c'est vrai que c'est un chiffre assez impressionnant. Comment ça s'est fait? Parce que en 3 ans en plus, c'est une période assez courte. Comment ça s'est fait en fait? C'est fait de manière plutôt, je dirais, organique, le bouche à oreille, ou est-ce qu'il y a eu aussi de la part des grognards, j'ai quelque part un peu de communication, de stratégie, de communication, vu que c'est un peu c'était ton métier, donc comment ça s'est passé en fait? Parce que c'est vrai que, moi ça m'impressionne de voir qu'il y a 250 membres en 3 ans. Alors j'aime pas... Pour qui me connaît, c'est pas véritablement une grande gueule. C'est-à-dire, en fait, j'aime pas me mettre en évidence. Je suis plutôt une éminence grise plutôt qu'un leader. Mais je suis désolé, mais il m'est impossible de ne pas me donner à fond quand je fais quelque chose. Quand je crée quelque chose, je me dois d'y aller au maximum de mes possibilités. Donc, j'ai essayé d'imaginer tout ce qui était possible pour faire vivre les grognards. On s'est retrouvé forcément à, je dirais, une dizaine. Les connaissances d'Olivier, les connaissances de Patrick, les miennes, nos familles respectives. Et on a créé ce club, forcément avec une page Facebook, avec, je dirais, des moyens qui sont... On a reçu un petit coup de main du club, puisque le club lui aussi fait paraître la liste de ses fan clubs. Donc on a créé cette espèce d'engouement. Et puis malgré tout, il y a quand même une ambiance. Je peux te dire qu'au début, c'était vraiment pas triste, parce que il nous fallait lancer l'écart, évidemment. Oublie, quand tu as 30 membres, 40 membres, autant dire que tu croules directement. Mais non, les premiers déplacements, on a loué des Vito. Moi j'étais au volant, Patrick était au volant, on avait chacun notre Vito, et on refusait du monde. On était à 18 avec 2 Vito. Pour aller en déplacement à Eupen un vendredi soir. Mais c'était assez amusant parce qu'on faisait forcément 300 bornes avec les Vito. Les flics qui ont l'habitude d'arrêter des cars ont dû arrêter 2 Vito. On s'est fait encadrer, bien entendu, par la police de Eupen pour nous emmener toujours avec nos Vito. Il y en a évidemment qui avaient pris un peu de boisson avec, mais nous, on était là dans notre Vito, on devait rester à sec. Et puis alors le match terminé à 11h moins quart, on reprenait la route évidemment de Bruxelles, de Braine-l'Alleud, mais il fallait aller ramener les Vito et faire le plein, etc. Donc pendant grosso modo 6 mois, on a sué, mais ça laisse évidemment des souvenirs impérissables. Et quand j'entends encore des membres comme Didier de Clercq
qui est un garçon adorable, qui se fout véritablement de ma tronche, parce que je ne parvenais pas à trouver la marche arrière d'un Vito automatique. Ça laisse des souvenirs, ça laisse des anecdotes qui ont fait que... Et puis alors, on a eu la chance petit à petit de se faire connaître. Les membres sont arrivés petit à petit, le copain du copain, etc., etc. On a eu directement notre place. Et puis, je pense que ça répondait à une demande. Je crois vraiment qu'il y avait une place à prendre. Le tout évidemment, c'est de répondre positivement aux demandes. Et je pense maintenant qu'actuellement, au bout de 3 ans, je crois qu'on est sur des rails, mais la situation n'est pas facile. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on est tributaire de 11 gars qui sont sur le terrain. Les résultats sont là, l'engouement est là. Les résultats ne sont pas là. On va préférer aller au ciné avec madame plutôt que d'aller à un déplacement. Donc on est véritablement tributaire des résultats de cette équipe. Et on a eu énormément de chance d'avoir les résultats de cette équipe première qui a fait des miracles. Ouais. Il faut pas se leurrer. On n'a pas les meilleurs joueurs du monde, mais il y a une telle volonté, un tel esprit d'équipe de revanchards qui ont fait que, voilà. Et on a suivi, et pas mal de gens ont suivi les résultats de cette équipe, et ça a donné des résultats en termes de suivi de l'équipe en déplacement et forcément du nombre de membres qui est devenu ce qu'il est. Parler de déplacement, parce que c'est vrai que la vie gérée du club de supporters, c'est souvent en déplacement, plus qu'à domicile, même si c'est vrai qu'on a tendance aussi à se voir avant ou après les matchs dans les cafés autour du stade. En termes de déplacement, est-ce qu'il y a une anecdote qui vous vient, je dirais comme ça en tête, d'un déplacement qui était vraiment épique où il y a vraiment une anecdote un peu cocasse. On a parlé là de Eupen en Vito, je trouve que c'est déjà un très chouette exemple. Est-ce qu'il y en a d'autres où il vous est arrivé des trucs, je sais pas moi, des trucs incroyables Je me rappellerai toujours la première fois où on a été au football club de Jan Breydel. Et en fait, pour aller au Jan Breydel, on est obligé d'aller jusqu'à Jabeek, faire marche arrière, etc. Bon, mais alors, quand on a un chauffeur de car, un autocariste qui est là, et qui a un petit peu de bouteille, qui sait par où il doit... Mais quand on est en Vito, c'est pas la même chose. On est là avec un Waze, bon, on sait qu'on doit aller jusqu'à Jabeek. Ok. Mais après ce Waze nous a embarqués dans des beaux bois, là, dans les bois. Dans les bois près du football club de Bruges. Pas triste. Ouais, non, c'était pas triste. Et on a eu quelques aventures comme ça avec des autocaristes. Bon, ça ne me revient pas nécessairement comme ça en tête aussi rapidement. Mais non, on a eu quand même quelques bons moments. Mais ça reste dans le domaine de l'anecdote. C'est pas, on n'a jamais connu de catastrophe. Voilà. Oui, puis finalement, à la fin, on en rigole, on s'en souvient. Le déplacement à Liverpool était évidemment... Tu n'as pas vu dans le Caire ce jour-là, vu que tu m'avais demandé de le gérer. La folie. Bon, pour un club comme l'Union Saint-Gilloise, se retrouver en déplacement à Liverpool, évidemment, mais 19 heures de car, non. Moi, j'ai fait l'impasse. Mais le meilleur souvenir, moi, de déplacement en car, c'est quand même quand on repart du premier match qu'on joue à Berlin, et qu'on s'arrête sur une station-service, et arrivent des voitures avec les supporters de Berlin, et qu'on se met à chanter et faire la fête ensemble. Juste magnifique. Et la brave dame qui tient le shop de la station essence, qui barricade tout, qui ferme, de peur de se faire agresser. Alors, elle voyait des hooligans arriver, et c'était juste des supporters heureux de fêter ensemble, de chanter ensemble. C'était un moment magique et vraiment très très agréable. Avec les accents respectifs, évidemment. C'était Union. C'était très chouette. C'était un bon stop. Et Liverpool, ça reste le plus beau déplacement pour vous en Coupe d'Europe ? Moi, j'ai préféré Berlin. Berlin, ouais. Mais c'était nouveau aussi. Hein.
Oui, c'était nouveau, mais cette atmosphère aussi avec les supporters de l'autre équipe, en dehors du stade, dans le stade, à échanger les écharpes, etc., c'était vraiment quelque chose qui correspondait à la philosophie de notre groupe. Et on se retrouvait avec des gens en face de nous qui pensaient de la même façon. C'était très bien. On peut se retrouver aussi face à des casseurs, comme on a eu nos amis écossais ici à Leuven à l'époque, quand on les a croisés sur le haut de Markt, tout le groupe d'Ultra qui est arrivé a essayé de piquer les écharpes, etc., et prêt à en venir au point. Après, j'ai eu le père de leur entraîneur, qui était Van Bronckhorst, qui était assis sur la terrasse, qui m'a dit « Viens ici, assieds-toi, prends une bière, et désolé, tout le monde n'est pas comme ça, c'est nos fous là, les ultras, mais le reste des supporters sont sympas. » Et en effet, après, on a discuté avec d'autres types très sympas. Là. Mais voilà, il y a des ambiances qui peuvent être plus tendues. Ça n'a pas du tout été le cas, ni à Liverpool, ni à Berlin. En tout cas, là, c'était vraiment très convivial et très sympa. Ce qu'il faut qu'on remarque, c'est qu'en fait, le parcours d'Union Berlin et de l'Union Saint-Gilloise, c'était deux clubs qui montaient de deuxième division, qui ont accédé dès leur première année à Coupe d'Europe. C'était nouveau pour eux, c'était nouveau pour nous, et ça fonctionnait d'une manière tout à fait... les résultats étaient parallèles, quoi. C'était assez étonnant. Et puis ce stade où il y avait une seule tribune assise et tout le reste debout, on se retrouvait plus au Duden que dans une ambiance feutrée où tout le monde est assis. Donc voilà, ça faisait vivre aussi autrement le match. À l'inverse, Glasgow. Ça, c'est tout à fait personnel. Se retrouver dans les rues de Glasgow, et en fonction du gars qu'on allait rencontrer, qui arrivait, c'était soit parce que c'était un supporter du Celtic, et qu'il y a véritablement Union Anderlecht, excuse-moi, mais à côté de ce qui se passe à Glasgow, c'est de la haine. Ouais. Et alors l'autre, et 10 secondes plus tard, on rencontrait un gars qui nous disait « Ce soir, vous allez en prendre 3. Hein. » Bon, donc c'était spécial comme ambiance quand on s'est déplacé à Glasgow. Et alors, ce qui nous séparait des supporters de Glasgow, dans la plupart des stades, il y a une séparation, soit une vitre, soit des fils de fer barbelés, j'exagère, qui nous séparent. Mais là-bas, c'était une rangée de stewards et un filet dans lequel il était impossible de courir parce que sinon tu te pétais quand tu voulais aller de l'autre côté. Et de la tribune d'en haut, les mecs étaient à même de pouvoir nous balancer des canettes. Et on a été assez surpris d'apprendre on était, je dirais, les bienvenus, entre guillemets. Qu'avec nous, ils avaient été vraiment gentils. Que par contre, il y a des déplacements et l'accueil de supporters adverses qui se passaient dans de très, très, très mauvaises conditions et où on balançait littéralement... À Liverpool, ce qui m'a frappé, c'est que maintenant il est considéré comme étant le meilleur club du monde pour le moment, actuellement, il y a très peu d'ambiance. En dehors de l'avant-match où ils chantent leur fameux... Il n'y a pas véritablement d'ambiance là-bas. Et quand on est arrivé, on a été forcément encadré par la police. On a voulu aller prendre un pot dans un bistrot qui se trouvait en face du stade. On nous a refusé l'accès. On nous a refusé l'accès parce que c'était réservé aux supporters de Liverpool. Et que, curieusement, et ça c'est extraordinaire, quand on est ressorti et qu'on a voulu aller boire un verre dans le même bistrot, on était les bienvenus. On était les bienvenus parce qu'on avait chanté avec eux. Il y a eu énormément de respect. Ils ont été surpris et la presse et les supporters étaient vraiment dithyrambiques vis-à-vis des supporters de l'Union Saint-Gilloise en nous disant qu'ils n'avaient jamais vu une ambiance comme ça dans leur tribune. Et c'est vrai que je me souviens, en partant vers l'hôtel, on s'est arrêté pour aller soi-disant boire une dernière. On était à peine dans le bistrot que les pintes se trouvaient déjà servies. Ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ça, c'était Liverpool. Maintenant, pour ceux qui ont fait le déplacement en car. Écoute, tu m'avais demandé de prendre le relais pour gérer le car, à ma grande stupeur et effroi au départ, mais on a vraiment un chouette groupe de supporters et donc hyper disciplinés. Tu donnais 1 heure de retour au car quand on faisait un arrêt, etc. Tout le monde respectait le truc, donc ça n'a pas été une charge du tout, à mon grand étonnement et à mon grand plaisir. Donc non, très, très... En tout cas, des beaux souvenirs, de belles histoires. Et Christophe, venons-en, je dirais, au sujet suivant qui est donc par
Par et Pour. Donc tu es un des administrateurs de l'association. Est-ce que tu pourrais déjà, pour les auditeurs, nous expliquer c'est quoi Par et Pour et surtout c'est quoi son but? Alors, je suis certain que tes auditeurs connaissent déjà un petit peu Par et Pour. Probablement, mais... Ont déjà entendu le nom, mais ouais. de là à savoir exactement ce qu'il y a derrière, c'est parfois encore une marche qu'on espère franchir rapidement. Donc Par et Pour, c'est par les supporters et pour les supporters. C'est une association qui a vraiment été fondée pour aider les supporters de l'Union en cas de coup dur. Et le slogan, quelque part, c'est « Ensemble dans le stade et dans les coups durs », justement, afin de pouvoir venir en aide à des supporters qui auraient un accident de la vie, qui auraient un souci quelconque. L'organisation, elle a été fondée par, il faut vraiment les citer, la famille Wemals. Donc Auguste et son épouse avaient été non seulement sponsors de l'Union, actionnaires de l'Union à l'époque de Jürgen Bach, etc. Et puis à un moment donné, pour pouvoir transmettre le club aux Anglais, ont accepté de céder leur part, ce qui n'était pas leur objectif au départ quand il y a eu une proposition de rachat, mais l'ont fait dans un souci de vraiment permettre au club d'avancer et de continuer à évoluer. Et à partir de là, Auguste s'est fait la réflexion en se disant moi j'ai envie de continuer à garder un lien avec ce club autre que d'être juste supporter. Et ce que je n'investis plus aujourd'hui dans le club, pourquoi ne pas l'investir dans cette association? A mis une mise de départ en disant voilà, on donne un capital de départ de 50 000 à cette organisation et on veut que ce soit fait par des supporters pour les supporters, donc on ouvre le conseil d'administration aussi à des personnes liées au club et à des personnes représentant les fan clubs et les clubs de supporters. C'est comme ça que Fabrizio, que tu as déjà eu dans ton podcast, s'est retrouvé dans l'association également. Il y a ton premier invité qui est Dany, qui est également dedans, et nos réunions se tiennent d'ailleurs chez lui. La famille Wemals qui est toujours impliquée. Et donc on est quelques membres comme ça à représenter le conseil d'administration. On a des membres effectifs qui s'impliquent aussi dans les organisations qu'on fait et dans la réflexion qu'on mène sur comment faire évoluer cette association. Et puis on répond aussi à des demandes par moment de supporters qui sont dans des cas difficiles et on regarde, on évalue ce qu'on peut faire pour les aider, de quelle manière, est-ce que ça correspond à ce qui se retrouve dans nos statuts tout d'abord, et puis de quelle manière on peut agir pour les aider. Et la deuxième action, c'est comment faire pour que nos finances restent durablement disponibles afin de continuer à soutenir les supporters. Alors on a organisé de la sensibilisation en parlant autour des supporters. On a organisé de nouveau chez Dany des repas gastronomiques. Il y a les petits bouchons qui ont organisé un barbecue également au profit de l'association. Et donc c'est toutes des initiatives qui font qu'on collecte des fonds de façon assez régulière pour s'assurer qu'un jour on ne se retrouve pas à sec à ne plus pouvoir faire face à d'éventuelles demandes. C'est une initiative particulière. Il y a de nombreux clubs où on parle de famille, de supporters, etc. Ça va vraiment dans ce sens-là et c'est une première en Belgique en tout cas d'avoir créé ce genre d'organisation. Donc, je suis vraiment ravi d'avoir l'occasion d'y apporter ma petite pierre à l'édifice et de participer à ça. Ça représente vraiment bien cet esprit qu'on a dans notre club, dans nos supporters. Et ça permet de tisser de nouveaux liens avec d'autres personnes que je ne connaissais pas avant, qui sont aussi très, 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 très chouettes à rencontrer. Anciens joueurs, anciens dirigeants ou supporters actuels. Voilà. Ça continue à faire vivre mon unionisme, on va dire, au quotidien aussi. Et donc concrètement, si un supporter unioniste, je dirais, a des problèmes, quel type de cas sont, je dirais, pris en compte pour... Est-ce que tu as quelques exemples peut-être à donner Écoute, l'exemple de supporters qu'on a aidés, on a eu à l'époque, en avant-saison, avant notre premier match contre Anderlecht, des gens non identifiés qui sont venus au clubhouse et qui ont provoqué les supporters et ont cassé la gueule à quelques gars. Là-dedans, se trouve un brave type qui n'avait rien demandé à personne, qui s'est pris une bonne pêche et qui a perdu des dents sans avoir lui provoqué qui que ce soit ou fait quoi que ce soit et n'est pas à même de faire face aux frais que ça engendre. On est venu en aide à ce garçon dans ce cadre-là. On a un autre cas qui, lui, a été plus médiatisé, je vais dire, au niveau de la presse, etc. aussi. On a un de nos supporters dont la petite fille est née avec des gros soucis de santé qui ont amené ses parents à être obligés de déménager, à trouver les moyens de pouvoir pourvoir aux soins de cet enfant, etc. au quotidien, qui doit régulièrement faire des séjours à l'hôpital, etc. Là, on s'est retrouvé face à vraiment
un problème humain qui nous a profondément touchés. C'est des sympathisants du club. Le papa, lui, est un fidèle supporter depuis de longues années. Et on a été très content de pouvoir intervenir aussi pour les aider. Donc, toute demande va être soumise au conseil d'administration. C'est là aussi justement que le fait d'avoir dans le conseil d'administration des membres de clubs de supporters facilite le fait de remonter l'info. Jusqu'ici, il n'y a personne qui est venu nous solliciter en disant « j'ai un problème, est-ce que vous pouvez nous aider ?» C'est des gens où on a dit « tiens, attends, on sait qu'il y a tel problème chez tel supporter, est-ce qu'on intervient ?» Voilà, donc ça reste quelque part, oui, c'est bien aussi pour la dignité des personnes, parce que je peux imaginer que c'est pas facile non plus quand on est dans le besoin d'aller venir frapper à la porte et de dire... On n'est pas le CPAS, c'est le gars qui va se casser la gueule en tribune parce qu'il était strongzat et il va nous dire écoute, si tu pouvais m'aider ou je ne sais pas payer mon abonnement cette année, c'est pas ça l'esprit. Mais vraiment faire face à des gens qui ont des accidents de la vie inattendus, où ils ne pouvaient vraiment pas prévoir ce qui arrive et pouvoir les aider à reprendre un peu pied, c'est juste magnifique, quoi. C'est là l'intérêt d'avoir un délégué du club de supporters. Le comité du club de supporters sait déjà ce qui se passe dans son club, dans son giron, dans son environnement, et peut soumettre le cas. Donc c'est déjà plus facile de faire remonter à l'association les cas délicats et les cas connus, quoi. Ouais, ça crée une espèce de proximité, ou en tout cas un lien... plus direct, on va dire, vers... Et en général, quand le comité des grognards a une réunion, Jean-Marcel m'appelle avant pour voir si au niveau de Par et Pour, il y a des infos récentes. Et dans l'autre sens, quand moi j'ai une réunion, je lui passe un coup de fil en disant « Tiens, est-ce que tu es au courant de quelque chose ? Il y a un souci quelque part, ou il y a quelque chose où on pourrait éventuellement être appelé à intervenir. » Donc, voilà, et donc concrètement, pour les unionistes là, qui nous écoutent, s'ils ont envie d'aider l'association, qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement ? C'est quoi les possibilités ? Déjà, nous aider financièrement, bien sûr, c'est le nerf de la guerre, que ce soit en participant à nos événements, que ce soit en faisant un don de façon spontanée. Toutes les infos sont sur parepour.be, PAREPOUR.be. Je mettrai le lien aussi dans la description du podcast. On a une page Facebook aussi, mais moi j'ai régulièrement, par exemple, on a un prochain match contre le club de Bruges où Noël familial oblige, je ne serai pas être présent. Et je propose à un supporter de l'Union qui fait partie des grognards de lui dire « Tiens, prends ma place si ça fait plaisir à ton gamin, etc. » Il me dit « Mais je te dois combien ? Tu ne me dois rien. » Immédiatement, il fait un don sur le compte de l'association. Et à contrario, on a 2 supporters comme ça dans le club avec qui régulièrement on s'échange des places. À chaque fois, c'est comme ça. Il me dit, ça nous fait plaisir, participe à ton association. Quand nous, on te file des places, fais un don. Et dans l'autre sens, on le fait aussi. Ça, c'est vraiment une chouette manière d'alimenter la caisse tout en ne se privant de rien. Donc voilà, c'est des moyens sympas de pouvoir nous soutenir. Et jusqu'ici, on n'a pas fait de grande action d'organisation, je vais dire, permettant à tout le monde, toute la tribune de participer. On réfléchit aussi à ce qu'il y aurait moyen de faire à l'avenir. Est-ce que c'est un grand souper spaghetti aux abords du stade ? Est-ce que c'est... Voilà, on cherche la meilleure façon de pouvoir toucher les gens et en même temps de communiquer justement notre raison d'être pour que les gens soient au courant de ce qui existe et puissent aussi y faire appel le jour où c'est nécessaire. En tout cas, c'est vraiment une super initiative et je trouve que ça illustre bien aussi l'esprit unioniste qui est vraiment basé sur la solidarité. C'est un grand monsieur qui a disparu. Bon, c'est un homme que j'avais connu il y a quelque temps, bien avant qu'il ne décède, il y a 3 ans. Et c'était vraiment un homme absolument adorable et très humain. C'était en fait... un ancien sponsor, forcément, c'était, comment ça s'appelait, Brussels Foundation ? Formation, Bruxelles Formation. Bruxelles Formation. Je pense qu'ils étaient sur les maillots quand on est remonté en D2, de mémoire. À cette époque-là, ils sont devenus sponsors, en tout cas. Oui, qui était très lié, qui était un grand sportif lui-même. En étant jeune, il avait fait énormément de sport, il avait continué, etc. Donc voilà, il y avait des valeurs qu'il voulait transmettre et qu'il retrouvait à l'Union, qu'il retrouvait dans le Par et Pour aussi, et que sa famille est contente de continuer à faire vivre aujourd'hui. Donc sa fille et son épouse sont membres aussi de l'association et continuent à faire vivre ces valeurs au travers des actions qu'on mène. Super.
Mais, on arrive tout doucement à la fin du podcast. Déjà, je voulais vous remercier. Avant de se quitter, peut-être vous demander qu'est-ce que vous attendez de cette saison? Comment vous voyez la suite de la saison pour l'Union? Là, on est l'heure de l'enregistrement. On a juste passé la mi-saison. Donc, on est avant le déplacement au Cercle de Bruges. On est sur une belle série de victoires. On vient de se qualifier pour les quarts de finale. Ouais, écoute, comment vous voyez la suite? Alors moi, déjà l'arrivée en D1 n'était même pas un truc que j'avais envisagé un jour en étant supporter de l'Union. Toi, tu l'avais connu à l'époque en D1, mais moi pas. Et donc, c'était un plaisir d'y aller et d'y vivre des bons moments, mais le fait d'arriver en D1 n'était pas un must et n'était vraiment pas une obligation. Quand on y est arrivé, je me suis dit, mais c'est juste fabuleux d'y être, c'est fabuleux les saisons qu'on vit, et ok, on passe à côté du titre, mais rendons-nous compte d'où on vient et des étapes franchies. Cette saison-ci, j'avais fortement craint une chose, c'était les matchs de qualification pour la Champions League. Et dans certains discours d'entraîneurs, de joueurs, etc., on parlait des matchs de championnat comme des matchs de préparation pour ces matchs-là. Ça m'a heurté et ça m'a vraiment choqué parce que je me suis dit, oula, là, on est sur le mauvais fil et c'est vraiment pas la bonne façon de prendre la saison en cours. Et ça m'a du coup pas surpris qu'on se retrouve un petit peu en difficulté en début de saison, avec en plus les transferts tardifs, etc. Enfin, on va pas refaire l'histoire. Mais dès le début, j'ai été assez persuadé que le jeu qui se développait était bon et qu'un jour on allait réussir à pousser cette balle au fond du goal et à marquer, que ce soit en trébuchant, que ce soit un autogol, je m'en foutais complètement, mais que ce jour-là allait permettre de commencer une série. C'est ce qui est en train d'arriver. J'espère vraiment qu'on va pouvoir tenir ce rythme-là maintenant et qu'on est lancé et que la confiance va venir auprès de tout le monde et que la concurrence aussi sur certains postes va pouvoir jouer et faire que chacun va aller chercher le meilleur de lui-même. Objectif raisonnable, être en play-off 1 serait super. Et au pire, on a une saison de transition, on en a une. Et je pense que nos dirigeants sont assez malins pour se rendre compte de ce qu'ils mettent en place, de ce qui peut fonctionner ou pas, et faire les ajustements nécessaires pour les saisons suivantes, pour s'assurer qu'on revienne vers ce qu'on a connu ces dernières saisons, en espérant rapidement avoir des nouvelles d'un futur nouveau stade sur l'enceinte de Bruxelles, pour pouvoir pérenniser la présence de ces investisseurs. Oui, je te rejoins sur pas mal de points, c'est évident. Ma seule crainte, c'est le mercato, parce que je pense que ce mercato va dépendre des quelques matchs qui vont se dérouler encore jusque et y compris le début du mois de janvier. On a hérité du plus mauvais tirage possible en quart de finale de la Coupe de Belgique. Ça, c'est clair. Bon, quand on a vu de la manière dont se déroulaient les 2-3 derniers matchs contre l'Antwerp, ça va de nouveau être une guerre de tranchées. Donc j'ai peur de ce match. Et bon, malgré tout, c'est le chemin le plus court pour arriver à l'Europe. Ça n'a l'air de rien, mais le match qui nous attend demain au Cercle de Bruges, je dis demain parce que ça va paraître, on connaîtra le résultat avant l'apparition de ton podcast, mais d'un côté, il y a des gars qui vont jouer le couteau entre les dents, parce qu'ils jouent leur survie là-bas de l'autre côté. Donc, ouais, c'est assez bizarre comme situation. Elle est un peu comparable à celle de Westerlo. Il y a une année ou deux où les gars étaient sur un petit nuage, n'étaient pas au même résultat que nous, soyons raisonnables. Mais tout à coup se sont retrouvés à devoir lutter pour leur survie. Et ça a l'air de rien, mais nous aurions été battus contre l'Antwerp dimanche dernier. On était à 2 points du groupe qui jouait les playoffs. Donc c'est vraiment une saison étonnante, passionnante dans un certain sens. Et bon, on va voir ce que ça donne. S'ils continuent sur la même lancée, on va faire des résultats contre Nice. On va devoir se taper Glasgow, mais enfin, soit. Voilà. Donc, c'est une saison que j'espère pas de transition, parce que bon, on a le vent en poupe et ils sont revenus dans le circuit au bon moment. Vraiment au bon. Voilà. Bon, wait and see. En tout cas, merci beaucoup. Merci Christophe. Merci Jean-Marcel. Avec plaisir. C'était vraiment un très chouette entretien. Et à très bientôt dans le quart des Grognards. Merci à toi. Merci. Bye bye.